Bien, bonjour à tous et merci aux organisateurs. Donc la présentation de Yann Fayette est une excellente transition puisque je vais vous parler des enjeux sociétaux de la médecine de précision. Bien, donc comme vous le savez, la médecine de précision, l'oncologie de précision constitue les nouveaux horizons programmatiques des politiques de santé publique. Et j'en veux pour preuve la Precision Medicine Initiative qui a été lancée par Barack Obama en 2015 et le programme France Médecine Génomique 2025. Donc, qui sont des programmes qui sont soutenus par des fonds publics très très conséquents, puisque c'est $1 milliard pour le programme américain, et environ 600 millions d'euros pour le programme français qui serait étalé sur 5 ans. De plus, il y a eu dans les publications dans la littérature scientifique et aussi dans la littérature pour le grand public, de nombreux articles qui font état d'une avancée de la médecine qui ferait qu'on serait confronté à une révolution thérapeutique. Et donc, un des buts des études en sciences humaines et sociales, c'est de proposer un discours critique de ce type d'assertion. Et donc, dans ce but, il y a plusieurs manières de fonctionner. Alors, je vais vous proposer une petite digression historique, en fait, et revenir à une analyse qui a été proposée par le philosophe Michel Foucault il y a déjà un certain nombre d'années. Il avait fait une étude donc, de la naissance de la clinique, et pour cela, il avait distingué 3 modes de spatialisation de la maladie. Un mode qui est basé sur un nouveau regard médical qui va associer l'identification de symptômes, de signes, qui vont pointer vers le diagnostic d'une lésion histologique. Donc ce qui est au centre là, de cette médecine clinique, vous voyez, c'est l'identification d'une lésion histopathologique, et donc la constitution de l'anatomopathologie est au centre de la constitution de cette médecine clinique. Le deuxième mode de spatialisation qu'il a proposé est une spatialisation qui prend en compte le corps du malade avec de nouveaux modes d'examen, palpation, auscultation. Et puis le troisième mode de spatialisation qu'il appelle tertiaire est une logique institutionnelle, donc un espace neutre où la forme pure de la maladie peut se manifester, en l'occurrence l'hôpital. Et donc la médecine clinique est une médecine essentiellement hospitalière. Donc la question est de savoir est-ce qu'on pourrait transposer ce schéma opératoire à la compréhension de ce qu'est la médecine de précision, sans se baser sur une définition préalable. Parce que quand on se base sur une définition préalable de la médecine de précision, souvent on est très très réducteur, et on ne reproduit pas en fait la trajectoire de l'évolution de la constitution d'une discipline, sous réserve que la médecine de précision soit une vraie discipline médicale à part entière. Donc, comment on pourrait faire pour voir s'il est possible de transposer ce schéma opératoire qui a une grande valeur heuristique, pour la compréhension de ce qu'est la clinique, à la médecine de précision. Alors, comme vous le savez, la médecine de précision est d'abord basée sur l'identification d'altérations moléculaires, et en fait, ça reflète le travail qui a été réalisé dans les laboratoires académiques depuis plus de 50 ans, qui a permis d'identifier des mutations qui sont directement associées au processus oncogénique, donc des mutations dites driver ou conductrices, qui sont soit des mutations oncogéniques, soit des mutations qui altèrent des gènes suppresseurs de tumeurs. Et la meilleure compréhension après des réseaux de signalisation nous a permis d'avoir une vision intégrée et plus approfondie de ce qu'est la circuiterie des voies de signalisation qui sont dérégulées dans les cancers. Donc là, il y a eu un apport absolument indéniable et majeur des travaux qui ont été réalisés dans les laboratoires académiques. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu aussi une reconfiguration des modes de production du savoir qui était absolument essentielle, en particulier en oncologie, et qui est basée sur le programme Génome humain. D'abord, il y a eu la constitution de consortiums internationaux, ICGC, TCGA, avec des programmes systématiques de caractérisation des génomes tumoraux, donc des programmes de séquençage haut débit à grande échelle, qui a nécessité l'association avec des centres de ressources, Tumorotech, CRB Cohort. Et ces programmes ont été absolument essentiels pour l'accélération de l'innovation technologique, en particulier pour les progrès du séquençage. Donc, ils sont vraiment des innovations de rupture qui ont contribué à l'accélération très importante, très rapide des protocoles pour caractériser les mutations dans les génomes tumoraux. Ce mode d'association aussi est à l'origine de la constitution de nouveaux métiers, bioinformaticiens, conseillers génétiques, qui sont absolument maintenant essentiels pour cette médecine de précision.
Alors, l'ensemble de ces données a permis, ça a déjà été mentionné par les orateurs précédents, donc d'aboutir à une réduction moléculaire de la maladie cancéreuse. Donc là, je vous donne un exemple qui est les adénocarcinomes du poumon, mais on pourrait trouver beaucoup d'autres exemples. Vous voyez que la situation en 1987, c'est une situation où on reconnaissait 3 types d'entités histopathologiques, et puis avec essentiellement des mutations dans un seul gène qui était le gène KRAS. Et vous voyez qu'en 2014, il y a une fragmentation de ces entités histopathologiques en de nombreuses entités moléculaires, avec des mutations dans de nombreux gènes. Donc là, on n'a pas un abandon de la classification histologique, mais on a l'émergence de ce qu'est une nosologie histomoléculaire. Bien évidemment aussi, après, il y a l'identification de mutations qui sont des mutations actionnables, donc des mutations sur lesquelles on peut exercer une action thérapeutique. Alors, de nombreux exemples. Un des exemples les plus connus, c'est celui de la leucémie myéloïde chronique, avec la caractérisation de l'imatinib qui va cibler la protéine chimérique BCR-Abelson, et donc a changé le pronostic de cette pathologie, et c'est valable aussi pour les tumeurs gastro-intestinales et un certain nombre de tumeurs cancéreuses. Alors, en France, ça a été aussi mentionné précédemment, l'INCa a mis en place 28 plateformes de génétique moléculaire qui maillent l'ensemble du territoire et qui permettent de donner accès aux patients au diagnostic génétique moléculaire qui oriente après vers une thérapeutique ciblée. Donc ça, c'était un aspect très très important de la structuration de la médecine personnalisée en oncologie en France. Le deuxième aspect aussi, qui a été essentiel, c'était la labellisation de 8 CIRIC par l'INCa en 2011. Donc les CIRIC, comme vous le savez, qui réunissent autour d'un même site des services médicaux, des équipes de recherche multidisciplinaires, donc clinique, biologique, technologique, épidémiologique, sciences humaines, et des ressources et services communs performants, dont évidemment le lyrique. Donc si on essaie maintenant de reprendre ce schéma du philosophe Michel Foucault, est-ce qu'on pourrait l'adapter à un nouveau mode de compréhension de ce qu'est la médecine personnalisée, avec peut-être de nouveaux modes de spatialisation de la maladie? C'est une proposition, bien évidemment, après elle nous servira et elle nous sert de base de travail dans l'équipe que je vous présenterai à la fin de cette présentation. Donc pour ce qui est de la spatialisation primaire de la maladie, clairement, maintenant, on n'est plus dans le dogme qui est de la centralité de l'histopathologie, puisque face à un cancer, maintenant, ce qui est important, c'est d'identifier les mutations génétiques, en particulier les mutations génétiques driver, et donc qui permettent d'aboutir à une nosologie moléculaire. Donc là, il y a vraiment une réduction de la maladie à sa composante moléculaire. Pour ce qui est de la spatialisation secondaire aussi, il y a une transformation importante, puisque là, il y a une réduction de la maladie et du malade à ses caractéristiques moléculaires. Donc on n'est plus dans l'examen de la médecine clinique classique, hein, avec auscultation, palpation, même si bien évidemment dans la routine clinique ça peut continuer à exister, mais là vraiment il y a une évolution qui prend en compte aussi le traitement des mégadonnées omiques et l'identification de facteurs de risque et de biomarqueurs prédictifs, avec l'identification de mutations actionnables. Pour ce qui est de la spatialisation tertiaire, comme je l'ai mentionné, donc, ça se caractérise par de nouvelles spécialités, par exemple l'émergence de la bioinformatique à l'hôpital, de nouveaux agencements aussi entre différents métiers, la bioinformatique, l'anatomopathologie, la création de plateformes, une plateforme de séquençage, une plateforme omique, et aussi la mise en place de nouvelles structures comme les séries. Donc on voit bien que là, même si c'est encore un schéma opératoire qui est une base de travail au sein de l'équipe au centre Léon Bérard, on voit bien qu'il y a une modification de la spatialisation de la maladie avec cette médecine de précision. Il n'en reste pas moins qu'on est confronté à plusieurs défis avec l'oncologie de précision. Alors le premier, c'était aussi mentionné par les orateurs précédents, c'est que les progrès les plus significatifs en oncologie de précision ont été obtenus pour des types tumoraux qui présentent une anomalie moléculaire majeure. C'est le cas de l'ANMC, des gystes, des mélanomes. Donc les réponses thérapeutiques observées sont souvent spectaculaires, mais limitées dans le temps du fait de chimiorésistance. Et on sait qu'il y a une hétérogénéité intra- et intertumorale qui est extrêmement importante. Et ça, c'est un des acquis des programmes de séquençage systématique des génomes tumoraux. Aussi, un autre élément qui est apparu au cours des dernières années, c'est qu'il y a une grande plasticité phénotypique des cellules cancéreuses qui fait qu'elles oscillent régulièrement entre deux états par des mécanismes épigénétiques entre les processus de chimiorésistance et de chimiosensibilité. D'autre part, dans de nombreuses tumeurs, on n'identifie pas de mutation driver, donc
valable pour les cancers du poumon, mais aussi pour d'autres types de cancers. Donc il n'est pas rare que pour de nombreux types tumoraux, dans 50% des cas, on soit incapable d'identifier des mutations, qui sont des mutations actionnables qui permettent de proposer une action thérapeutique. Bon. Alors, l'autre défi, et ça je pense que c'est un point important, alors, qui a fait l'objet d'un certain nombre d'articles, vous voyez, dans des revues prestigieuses, hein, c'est que les bénéfices thérapeutiques sont loin d'être absolument convaincants pour l'oncologie de précision. Et elle pose un certain nombre de questions, même si évidemment elle ne remet pas du tout en cause le paradigme de ce type d'approche thérapeutique. Entre 2002 et 2012, il y a 52 thérapies ciblées qui ont été approuvées par la FDA pour une prolongation de la médiane de survie globale d'environ 10 mois. Donc évidemment, la question d'une révolution thérapeutique à ce stade de l'avancée de la médecine de précision se pose. Et il y a un certain nombre d'essais cliniques qui sont basés sur la stratification moléculaire qui ont été développés. Alors par exemple, il y a un essai qui a été fait au MD Anderson, ils ont séquencé 3000 patients avec des cancers, essentiellement des cancers métastatiques. Ils ont identifié 6% de mutations actionnables. Donc vous voyez, c'est un pourcentage très faible. Il y a eu un essai clinique qui a été développé à l'Institut Curie, qui est l'essai Shiva. Donc en fait un essai clinique dit agnostique, c'est-à-dire qu'on va proposer aux patients un traitement, quel que soit le type de cancer qu'il a, qui ne tient compte que de l'anomalie moléculaire. Et donc en gros, il y a 100 malades à qui on a proposé un traitement en fonction de l'anomalie moléculaire, et 100 malades qui ont eu le traitement conventionnel, la chimiothérapie conventionnelle. Et quand on compare la survie des patients la prolongation de la survie des patients sans rechute, elle est aussi faible dans les deux cas, d'environ 2 mois et demi. Donc ce type d'essai clinique, pour l'instant, est loin d'être complètement convaincant, et donc la question aussi se pose après pour les essais qui sont développés au sein du LIVRIC. L'autre élément aussi de préoccupation, c'est, comme vous le savez, le coût croissant des médicaments ciblés. Donc il faut savoir qu'un médicament anticancéreux sur 4 appartient à la classe des thérapies ciblées. Et aux États-Unis, en 2012, il y a environ entre 12 et 13 médicaments qui ont été approuvés par la FDA. Et vous voyez, pour un budget, pour les cures qui sont supérieurs à 100 000 $ par an. Pour 2 médicaments qui sont utilisés en combinaison, qui ciblent des immune checkpoints, donc un anti-PD1 et un anti-CTLA4, vous voyez que le budget monte à 250 000 $ par an. Quand on sait que le revenu moyen d'un foyer américain, c'est de 55 000 $ par an, on voit qu'on est confronté à un réel problème de santé publique. Et même si les citoyens américains peuvent avoir évidemment des polices d'assurance, souvent le reste à payer est très très lourd et grève le budget de ces familles. Donc le coût unitaire des thérapies ciblées est en effet donc, très élevé, en moyenne plus de 3 000 € hors taxes par mois. Ainsi, donc, sur l'année 2014, l'INCA chiffre les dépenses de remboursement à 830 millions d'euros, donc ce qui constitue 50% des dépenses de tous les anticancéreux. Donc en 2016, il y a eu plusieurs appels, un appel qui a été coordonné par Dominique Maranaki et Jean Cavernan auprès des pouvoirs publics pour renégocier avec les entreprises pharmaceutiques et qui visait aussi à alerter sur les coûts de plus en plus exorbitants qui étaient facturés pour ces thérapies ciblées. Alors, je n'ai pas le temps de revenir sur les arguments qui sont fournis par l'industrie pharmaceutique. Si ça vous intéresse, on pourra en parler, mais ils sont loin d'être convaincants. Et ces prix reflètent surtout des logiques financières qui sont propres à l'industrie pharmaceutique. Alors, bien évidemment, donc, ces défis constituent aussi des enjeux sociétaux pour l'oncologie de précision. Alors, je vous ai ici, dans les prochaines diapositives, les 3 prochaines diapositives, présenté un certain nombre d'enjeux sociétaux de ce type de nouveau mode de la cancérologie. Un qui est un enjeu épistémologique. On va maintenant vers l'identification de nouvelles mutations actionnables, la validation fonctionnelle de variants génétiques de signification inconnue, et la prise en compte aussi de nouveaux mécanismes, en particulier de mécanismes épigénétiques. Donc, le modèle classique de la cancérogénèse, qui était ce modèle qui est un modèle darwinien, dans lequel une cellule la cible de mutations, ces mutations vont conférer un avantage sélectif à cette cellule, qui va se mettre à proliférer. Donc cette succession à la fois de mutations, d'adaptation et d'expansion clonale est à l'origine d'une tumeur.
Ça, c'est le modèle darwinien, qui a d'ailleurs été un modèle heuristique extrêmement puissant, qui a été formulé par Peter Nowell, qui vient de disparaître. Et ce modèle est un modèle qui est en train d'être transformé petit à petit pour inclure les nouvelles données dont on dispose aujourd'hui sur la compréhension des mécanismes des cancers, en particulier les mécanismes épigénétiques. Donc on va évoluer certainement vers un modèle qui est de type néo-darwinien. Et donc là, il y a des questions épistémologiques qui sont extrêmement intéressantes. Le deuxième enjeu, ce sont les modes de régulation de la santé et de l'innovation. Donc ça aussi, vous a été mentionné par un des orateurs précédents. Il y a une transformation des essais cliniques, avec des essais cliniques qui sont appelés de type ombrelle, ou des essais cliniques qui sont agnostiques au niveau histologique, comme les essais basket. Donc là, il y a une transformation des essais cliniques du fait de l'avènement de cette oncologie de précision, et aussi un changement de la réglementation des AMN aussi, qui sont des sujets d'étude pour les sciences humaines et sociales. La restructuration aussi des agencements à l'hôpital aussi est un sujet intéressant, avec comment la structuration des plateformes va se mettre en place à l'hôpital, le séquençage au débit, analyse et utilisation des outils omiques, l'analyse bioinformatique et aussi un domaine qui est en pleine évolution qui est l'aide algorithmique à la décision médicale, donc avec le soutien de ce programme France Génomique 2025. Une autre question est aussi importante, et Johan Fayette qui a fait allusion tout à l'heure au cours de son... Enfin, plus qu'allusion, il en a parlé de manière détaillée au cours de sa présentation. Donc il y a aussi la question de l'accès à l'innovation, avec les inégalités économiques et géographiques. Un autre enjeu sociétal, ça va être certainement un réagencement et une réorganisation des partenariats entre le public et privé. En particulier entre le monde académique et les sociétés pharmaceutiques. Alors là, j'ai vraiment pas le temps de rentrer dans le détail. Il y a cet article extrêmement intéressant qui est paru dans le numéro de février du journal Cell, donc vous voyez le titre, dans lequel ils font une proposition extrêmement intéressante sur le développement au sein du monde académique de sociétés de cancer discovery qui seraient associées à des sociétés qui produisent des génériques, pour avoir un nouveau modèle de développement du médicament qui serait alternatif à celui des sociétés pharmaceutiques. Donc je vous suggère, je vous conseille de lire cet article que je trouve par ailleurs extrêmement intéressant. Donc là, clairement, nous sommes certainement à l'aube d'un nouveau type de partenariat entre public et privé. Il va y avoir aussi des changements des territoires des professions avec l'arrivée de nouveaux métiers, comme vous l'avez compris, une automatisation du traitement des données qui va impliquer la maîtrise de nouvelles compétences, et aussi des nouvelles relations patient-médecin. Donc articulation entre équipes médicales et soignantes des centres périphériques et des centres labellisés, modalité de participation et d'adhésion du patient et de son médecin référant à la trajectoire de soins, qui sont autant de questions que nous souhaitons aborder au sein de ce nouveau département que nous avons créé au Centre Léon Bérard. Donc il y a un département SHS qui associe des chercheurs statutaires en sciences humaines et sociales, dont Johan Fayette, mais aussi une participation active de cliniciens du Centre Léon Bérard et de chercheurs du CRCL. Donc, plusieurs des questions que je vous ai mentionnées, qui sont des enjeux importants de l'oncologie de précision, sont maintenant abordées, bien évidemment en collaboration avec des équipes universitaires et aussi en coordination avec le CLARA. Voilà, je vous remercie pour votre attention.